Le mariage de l'année brillait sous les lustres du grand hôtel Vendôme. Les coupes de champagne scintillaient dans des mains parfaitement manucurées. Des violons emplissaient le salon de marbre d'une musique douce et des serveurs en gants blancs glissaient dans la pièce, portant des plateaux de caviar et de macarons dorés. Au centre de tout se tenait Julien Moreau, grand, beau, vaniteux et vêtu d'un smoking sur mesure. Cette nuit-là, il n'épousait pas seulement sa nouvelle fiancée, Valérie Dubois, une jeune mannequin glamour. Il était résolu à humilier la seule femme qu'il méprisait le plus, Émilie Chevalier, son ex-épouse. 1 an seulement auparavant, elle avait été l'épouse silencieuse à ses côtés, portant son enfant dans son ventre et rêvant d'une famille heureuse. Mais quand la vie est devenue difficile et qu'il n'a plus pu cacher ses problèmes, Julien l'a jetée comme une moins que rien. Il a demandé le divorce, a gardé la maison, vidé les comptes et l'a laissée seule et enceinte de triplés. Les rumeurs en ville disaient qu'elle était ruinée, sans pouvoir et oubliée. C'était exactement ce que Julien voulait. C'est pourquoi lorsqu'il lui a envoyé une invitation à son grand mariage, ce n'était pas par bonté. C'était un piège. Il voulait qu'elle entre dans le salon, l'air pauvre et brisé, pour que tous les invités se moquent d'elle. Il voulait que le monde voie la différence entre son succès éclatant et sa misère supposée. Qu'elle vienne en rampant, se vantait-il auprès de ses amis, qu'il voie à quel point elle est tombée. Cela me fera paraître encore plus grand. Mais Julien avait sous-estimé l'esprit d'Émilie. La même femme qu'il avait autrefois raillée, la qualifiant de faible, avait enduré des nuits blanches avec 3 nouveau-nés. Elle avait survécu à des ragots cruels et avait ravalé chaque larme jusqu'à ce que son cœur se transforme en acier. Elle ne comptait pas ramper à son mariage. Si elle y allait, elle marcherait la tête haute et n'arriverait pas seule. La nuit devint tendue tandis que les rumeurs se propageaient dans le salon. Certains chuchotaient qu'Émilie n'oserait jamais apparaître. D'autres riaient en l'imaginant se faufiler par la porte de service avec des vêtements empruntés. Valérie souriait sarcastiquement, sûre que sa présence écraserait complètement Émilie. Julien leva sa coupe, savourant déjà le triomphe de l'humiliation qu'il avait préparé. Alors, les portes de l'hôtel s'ouvrirent brusquement. Des halètements se répandirent comme un feu dans la pièce. Une longue limousine venait de s'arrêter dehors, et d'elle descendit Émilie Chevalier. Elle n'était plus la femme fatiguée et abandonnée dont tout le monde se souvenait. Elle portait une robe élégante qui brillait sous les lustres, les cheveux relevés comme une reine, ses pas gracieux et inébranlables. À ses côtés marchait Alexandre Delacroix, l'un des milliardaires les plus mystérieux de la ville, avec une présence imposante, sa main reposant protectrice sur le dos d'Émilie. Et derrière eux, 3 petits enfants en costumes et robes assorties les suivaient avec des yeux grands et innocents, les triplés, les enfants de Julien. La musique hésita, les coupes de champagne se figèrent en l'air. Les chuchotements se transformèrent en un silence stupéfait, et pour la première fois, le sourire arrogant de Julien disparut. Avant cette entrée éblouissante qui ébranla le mariage à l'hôtel Vendôme, la vie d'Émilie Chevalier avait été façonnée par l'ombre et le sacrifice. Elle n'était pas née dans l'opulence. Elle avait grandi dans un quartier tranquille à la périphérie de Lyon, élevée par une mère célibataire qui cumulait 2 emplois pour mettre de la nourriture sur la table. Dès son plus jeune âge, Émilie avait appris à valoriser les choses simples. Les repas chauds, les vêtements d'occasion et le genre d'amour qui se mesurait non pas en diamants, mais en sacrifices. À 22 ans, Émilie crut avoir trouvé son conte de fées lorsqu'elle rencontra Julien Moreau. Il était plus âgé, sûr de lui, un homme d'affaires en pleine ascension avec des mots doux et un sourire facile. Pour Émilie, il semblait un sauveur. Il lui promit la vie qu'elle n'avait jamais eue, un foyer confortable, une famille bâtie sur la stabilité et des rêves plus grands que ce que son monde n'avait jamais permis. Malgré les avertissements silencieux de sa mère, Émilie lui donna son cœur et peu après, ses vœux. Les premiers jours de leur mariage parurent merveilleux. Julien la gâtait de fleurs, lui murmurait des promesses d'éternité et jurait d'adorer son innocence. Émilie, croyant en l'amour de toute son âme, devint l'épouse parfaite. Elle quitta son petit emploi de réceptionniste pour soutenir la carrière de Julien, gérant le foyer et s'occupant de chaque détail de leur vie. Elle pensait que l'amour signifiait le sacrifice. Elle pensait que sa loyauté suffirait. Mais à mesure que la richesse et l'ambition de Julien grandissaient, sa chaleur s'évanouit. Il ne voyait plus Émilie comme sa partenaire, mais comme un fardeau. Quand Émilie tomba enceinte, une nouvelle qui la remplit de joie et d'une espérance tremblante. La vraie nature de Julien se révéla. Au lieu de célébrer, il se moqua d'elle. « Tu ne peux même pas te subvenir à tes besoins », lui lança-t-il. « Comment vas-tu en entretenir 3 ?» Car le destin avait écrit son propre tour cruel. Émilie attendait des triplés.
Ce qui aurait dû être un miracle devint sa plus grande charge. Les frais médicaux, l'épuisement, la peur. Émilie affronta tout seul. Julien cessa de rentrer à la maison, cessa de répondre aux appels et finit par la chasser de la maison, avec seulement une valise et un cœur brisé. Tandis qu'il se vantait de son succès avec des costumes brillants et des voitures chères, Émilie dormait sur le canapé d'une amie, serrant son ventre grandissant, murmurant des promesses aux enfants en elle. « Je vous protégerai quoi qu'il arrive. » Les nuits étaient longues. Les larmes devinrent sa seule berceuse. Elle travaillait à temps partiel alors qu'elle était très enceinte, nettoyant des bureaux et pliant du linge dans des laveries pour économiser chaque sou pour les couches. Les étrangers la regardaient, certains avec pitié, d'autres avec moquerie. Son corps souffrait, son esprit se fissurait, mais elle ne céda jamais. Chaque coup de pied dans son ventre lui rappelait que sa lutte n'était pas seulement pour elle, c'était pour 3 petites âmes qui avaient besoin de sa force. Quand les bébés naquirent, 2 garçons et une fille, le monde d'Émilie changea à nouveau. L'épuisement doubla, mais son courage aussi. Elle les berçait pour les endormir tout en cachant ses larmes, fredonnant les mêmes berceuses que sa mère lui chantait. Elle les nourrissait de mains tremblantes, sautant parfois ses propres repas pour qu'ils aient suffisamment. La pauvreté pressait fort, mais l'amour la rendait inébranlable. Le monde pouvait l'appeler une épouse pauvre et rejetée. Julien pouvait rire de sa misère, mais Émilie Chevalier portait quelque chose de bien plus fort que l'argent ou le statut. La résilience. C'est cette résilience, aiguisée par la douleur et polie par le sacrifice, qui ferait un jour que son entrée au mariage de Julien ne serait pas un moment d'humiliation, mais de triomphe, car la fille qu'il avait abandonnée était devenue une femme qu'il ne pourrait jamais détruire. Le Grand Hôtel Vendôme était un palais déguisé en hôtel. Sa salle de bal s'étendait plus large qu'un terrain de football, bordé de colonnes de marbre et de lustres dégoulinant de 1000 cristaux. Cette nuit-là, chaque centimètre était conçu non seulement pour célébrer, mais pour le spectacle. Julien Moreau voulait que son mariage avec Valérie Dubois crie la richesse, le pouvoir et le triomphe. Il voulait que chaque invité sache qu'il avait atteint le sommet, laissant loin derrière lui son passé misérable et son pauvre ex-épouse. Des invitations au bord doré avaient été envoyées des semaines auparavant à l'élite de la ville. Investisseurs, politiciens, célébrités et magnats des affaires. L'événement avait fait la une des magazines de style de vie, promus comme l'union de la saison. Des journalistes se pressaient dehors avec des caméras prêtes à capturer chaque détail luxueux. Des limousines alignées à l'entrée déposaient des invités vêtus de robes haute couture et de smokings coûtant plus que le loyer annuel de familles ordinaires. À l'intérieur, l'air bourdonnait de rires superficiels et de toasts au champagne. Des serveurs en gants blancs circulaient avec des plateaux d'huîtres et de queues de homard, tandis qu'un quatuor à cordes emplissait l'air de Mozart. Au devant du salon se tenait Julien, affichant le sourire arrogant d'un homme qui croyait avoir gagné dans la vie. Son bras entourait fièrement Valérie, une vision dans sa robe de créateur, ses diamants étincelants et sa confiance arrogante. Valérie, 26 ans, savourait l'attention. Anciennement mannequin secondaire, luttant pour la reconnaissance, elle était maintenant aux côtés d'un fiancé millionnaire lors d'un mariage valant des millions. Elle se penchait vers Julien, lui murmurant des mots doux et souriants comme si le salon était sa scène personnelle. Les caméras l'adoraient, et elle aimait chaque flash. Peu lui importait que les chuchotements à propos de l'ex-épouse de Julien courent dans les coins. En fait, elle espérait qu'Émilie apparaîtrait. Valérie aspirait à voir sa rivale s'effondrer en public. Les témoins de Julien lui tapaient dans le dos, le félicitant pour son amélioration. Les invités levaient leurs coupes, non seulement pour célébrer l'amour, mais pour sceller des alliances et assurer de futures affaires. Dans ce salon éblouissant, tout avait un prix, l'amour, la loyauté, même la dignité. Et Julien s'en délectait. Il leva sa coupe de champagne très haut et déclara « Ce soir, je laisse le passé derrière moi. Seul, le succès m'attend. » Mais la vérité était que Julien n'avait pas invité Émilie juste pour se vanter de sa nouvelle vie. Il voulait un spectacle. Il voulait prouver que pendant qu'il volait haut, elle s'était enfoncée. Il voulait que sa présence serve de rappel vivant de sa supériorité. Certains invités, au courant du divorce amer, riaient à l'idée qu'Émilie arrive avec une robe de seconde main. Peut être l'air fragile, fatigué et brisé. Bien sûr, elle vient demander l'aumône, avait promis Julien cet après-midi-là, et nous rirons tous. L'orchestre intensifia sa mélodie alors que la cérémonie s'apprêtait à commencer. L'officiant était prêt, les arrangements floraux parfumaient l'air, et le salon débordait d'anticipation. Cependant, sous le glamour, une tension silencieuse bouillonnait. Tous se demandaient « Émilie viendrait-elle » Près des grandes portes d'entrée, un silence soudain parcourut la foule.
Un groom arriva en courant, murmurant quelque chose au maître d'hôtel. La musique hésita, les têtes se tournèrent vers les portes dorées, attendant, se demandant. Julien sourit narquoisement, convaincu que son piège était sur le point de s'activer. Le sourire de Valérie s'élargit, avide du spectacle. Les invités se penchèrent en avant, curieux et impatients de voir le drame. Aucun d'entre eux ne savait que la femme sur le point de franchir ses portes ne serait pas l'ex, épouse brisée et pathétique qu'ils attendaient. Ce serait la tempête qui briserait leur illusion parfaite. Julien Moreau avait perfectionné l'art de la tromperie. Pour les invités dans le salon de l'hôtel Vendôme, il semblait le fiancé idéal, charmant, prospère, un homme qui avait gravi l'échelle de la richesse et réclamé le prix ultime, une épouse jeune et glamour. Mais sous le smoking et le sourire répété se cachait un homme dont l'ambition s'était toujours nourrie de cruauté. Le chemin de Julien vers le succès n'avait pas été pavé uniquement par le travail acharné. Il avait été taillé dans les trahisons, les raccourcis et les promesses brisées. Lorsqu'il avait épousé Émilie auparavant, il n'avait qu'un salaire modeste et de grands rêves. La dévotion silencieuse d'Émilie, sa volonté de se sacrifier, lui avait donné de la stabilité. Mais dès que sa carrière décolla, Julien commença à la voir comme un fardeau. Il se plaignait de son apparence simple, se moquait qu'elle ne soit pas à la hauteur des épouses de ses riches collègues et dénigrait chaque effort de sa part pour maintenir la famille unie. Lorsque Émilie révéla qu'elle attendait des triplés, le masque de Julien tomba complètement. Au lieu de joie, ses yeux se remplirent de calculs. 3 enfants signifiaient plus de dépenses, plus de responsabilités, moins de liberté pour poursuivre la richesse et le plaisir. « Tu m'as ruiné la vie », lui cracha-t-il un soir en claquant la porte alors qu'elle pleurait sur le sol. Dès lors, ses visites à la maison se firent de plus en plus rares, ses excuses de plus en plus folles, jusqu'à ce qu'il la mette finalement à la porte. Pour lui, Émilie n'était qu'un chapitre qu'il voulait effacer. Entra Valérie Dubois, le remplacement brillant. Valérie était tout ce qu'Émilie n'était pas, du moins aux yeux de Julien. Elle était jeune, glamour et venait d'un cercle aisé. Pour le public, elle était une mannequin montante, souvent photographiée lors d'événements de mode, une coupe de champagne à la main. Mais derrière le maquillage et les robes de créateur se cachait une femme aussi calculatrice que Julien. Elle ne voyait pas l'amour en lui, mais une opportunité. Avec Julien, elle pouvait s'assurer le style de vie qu'elle désirait. Les diamants, les yachts, les fêtes dans les demeures. Ce fut Valérie qui l'encouragea à exhiber sa nouvelle vie, qui se moquait à la simple mention d'Émilie. « Invite-la », lui murmura-t-elle quand les préparatifs du mariage commencèrent. « Qu'elle voie ce qu'elle a perdu, que tout le monde voie ce que tu as gagné. » Sa cruauté n'était pas seulement pour se prouver supérieure, c'était pour écraser toute menace à sa nouvelle position de Madame Moreau. Ensemble, Julien et Valérie étaient une tempête parfaite d'arrogance et de cupidité. Ils se nourrissaient de la vanité de l'autre, aveugles aux chuchotements autour d'eux. Certains invités admiraient leur audace, d'autres secouaient la tête, pressentant le désastre. Mais ni Julien ni Valérie ne s'en souciaient. Ils se croyaient intouchables, au-delà de tout jugement, destinés à une vie d'indulgence sans fin. Tandis que Julien promenait Valérie dans le salon, son rire sonnait creux, mais sa fierté grandissait à chaque regard envieux. Il savourait l'idée qu'Émilie entre pâle et fragile, confirmant au monde qu'il s'était amélioré. Valérie s'accrochait à son bras, son bracelet de diamant captant la lumière, ses yeux brillants d'une anticipation cruelle. Il pensait avoir écrit la pièce parfaite. Émilie comme figure tragique, Julien comme le fiancé triomphant, Valérie comme le prix éblouissant. Mais l'histoire qu'ils tentaient d'écrire était sur le point de s'effondrer, car la femme qu'ils avaient écartée comme faible s'était transformée, et l'empire qu'ils affichaient était bâti sur le sable, attendant que la marée emporte tout. Et cette nuit-là, la marée arrivait. Le plan pour humilier Émilie n'était pas né uniquement de l'arrogance de Julien. Il avait été méticuleusement conçu, chuchoté lors de conversations de minuit entre lui et Valérie. Tandis que les fleuristes arrangeaient les roses et les organisateurs répétaient le déroulement de la cérémonie, Julien et Valérie tramaient leur cruauté à huis clos. « Es-tu sûr qu'elle viendra ?» demanda Valérie un après-midi alors qu'ils se reposaient dans leur suite penthouse. Elle buvait du champagne, son anneau de diamant scintillant sous les lumières de la ville. « Elle viendra », répondit Julien avec assurance. Émilie est trop fière pour ignorer l'invitation, et même si elle ne veut pas, la curiosité la dévorera vivante. Elle voudra me voir ce qu'elle a perdu. Valérie sourit avec malice. Parfait, car quand elle franchira ses portes, elle réalisera qu'elle n'a pas sa place ici, et tous les autres le réaliseront aussi. Ils répétèrent le moment dans leur tête. Julien imaginait Émilie entrant à la dérobée, vêtue de quelque chose de démodé,
agrippant peu, être un sac acheté dans un magasin de déstockage. Il la voyait se tenant maladroitement au bord du salon tandis que les photographes capturaient des clichés de lui avec Valérie dans sa robe éblouissante. Ce serait parfait. Une comparaison tacite qui dépeindrait Émilie comme pathétique et Valérie comme victorieuse. Mais Valérie voulait plus qu'une simple comparaison. Elle voulait la destruction. « Assurons-nous que la presse la remarque », suggéra-t-elle. « Je dirai aux photographes où regarder. Nous sourirons pour les caméras avec elle juste là, invisible à nos côtés. Elle ressemblera à un fantôme de ton passé, hantant ton succès. » Julien adora l'idée. « Et après les vœux, je ferai un toast », ajouta-t-il. « Quelque chose de subtil. Quelque chose qui remercie tous ceux qui m'ont soutenu quand d'autres n'ont pas pu. Tout le monde saura que je parle d'elle. Ils riront derrière leur coupe de champagne, et elle s'effondrera. Leur cruauté s'approfondissait à chaque mot. Valérie riait en imaginant les larmes d'Émilie. Julien souriait, savourant l'idée de son ex, épouse se recroquevillant sous le poids de son triomphe mis en scène. Pour eux, le mariage n'était pas une question d'amour. C'était une question de pouvoir, de prouver qu'ils avaient gagné et qu'Émilie avait perdu. Même les arrangements de sièges reflétaient leur malice. Julien indiqua à l'organisateur de laisser une chaise vide près du fond au cas où l'ex-épouse apparaîtrait. Il dit au traiteur de le noter également. Valérie, avec une lueur perverse dans les yeux, s'assura que la table la plus proche de cette chaise soit remplie de mondaines avides de potins qui ne perdraient pas de temps à propager des rumeurs. Le matin du mariage, le plan était prêt. Julien se tenait devant le miroir, ajustant ses boutons de manchette, souriant à son reflet. « Ce soir, se dit-il, je l'efface complètement. » Valérie, en enfilant sa robe, murmura « Et ce soir, je deviens la seule Madame Moreau dont quiconque se souviendra. » Aucun des deux n'imaginait que leur scène, polie d'or et de champagne, était sur le point de s'effondrer sous le poids de la vérité. Car Émilie n'entrerait pas dans leur piège comme la femme brisée qu'ils attendaient. Elle entrerait avec une force qu'ils n'avaient jamais vue, et avec des alliés assez puissants pour transformer leur plan cruel en leur chute définitive. Le piège qu'ils avaient tendu pour Émilie était sur le point de se refermer, mais pas sur elle, sur eux. La nuit précédant le mariage de Julien, Émilie s'assit au bord d'un canapé usé dans son petit appartement, la tête entre les mains. La pièce était faiblement éclairée par une seule lampe, dont l'ampoule clignotante projetait de longues ombres sur le papier peint écaillé. Autour d'elle, des jouets éparpillés sur le sol, des biberons à moitié vides sur le comptoir, et les faibles pleurs de ses triplés venaient de la chambre. Elle se balançait lentement, l'épuisement pesant dans ses os. La vie n'avait pas été douce depuis que Julien l'avait mise à la porte. Elle avait survécu de justesse, cumulant des emplois à temps partiel juste pour mettre de la nourriture sur la table. Elle nettoyait des bureaux la nuit, pliait du linge dans une laverie le jour et gardait les enfants des voisins quand elle le pouvait. Ses mains étaient gercées par les produits de nettoyage. Son dos lui faisait mal à cause des longues heures et ses yeux brûlaient après des nuits sans sommeil. Le monde semblait désireux de lui rappeler son échec. D'anciens amis évitaient ses appels, chuchotant qu'elle s'était mariée au-dessus de sa position et qu'elle avait eu ce qu'elle méritait. Des étrangers regardaient son ventre puis sa poussette avec jugement dans les yeux. 3 enfants, sans mari, sans argent. Même au supermarché, elle ressentait la piqûre de la pitié quand elle utilisait des bons alimentaires pour acheter du lait en poudre. Cette nuit-là, en bordant ses enfants dans leur lit, elle ne put retenir les larmes qui coulaient sur ses joues. « Je vous le promets, mes bébés », murmura-t-elle, en écartant les mèches douces de leur front. « Je ne vous laisserai pas grandir en pensant que vous n'êtes pas aimés. Même si je dois me briser, je ne vous laisserai jamais vous sentir abandonnés. » Mais à l'intérieur, elle se brisait. L'invitation au mariage de Julien était sur la table de la cuisine, son bord doré scintillant de moquerie sous la faible lumière. Elle l'avait presque jeté le jour de son arrivée. Pourtant, elle était là, un cruel rappel que pendant qu'elle luttait pour survivre, Julien vivait dans le luxe, célébrant avec des lustres et du champagne. Elle savait que l'invitation n'était pas par courtoisie, c'était par cruauté. Il la voulait là, il la voulait humilier. Elle pressa la carte contre sa poitrine et sanglota, partagée entre la fureur et le désespoir. Une partie d'elle voulait la brûler, lui refuser cette satisfaction. Mais une autre partie, plus profonde et plus forte, lui chuchotait qu'elle ne pouvait pas fuir éternellement. Elle avait passé trop de temps à se cacher, trop de temps à se recroqueviller devant le jugement du monde. Peut-être était-il temps de l'affronter, peu importe à quel point ce serait douloureux. Pourtant, la peur la serrait. Elle s'imaginait marcher vers ce salon dans sa robe simple, s'accrochant à ses enfants, tous les regards la jugeant, chaque rire la transperçant comme des couteaux.
Elle imaginait le sourire moqueur de Julien, le sourire cruel de Valérie. Les invités chuchotant. Voilà la pauvre ex-épouse. Regardez à quel point elle est tombée. Son cœur souffrait de honte. Elle n'était pas sûre de pouvoir le supporter. Cette nuit-là, tandis que la pluie frappait sa fenêtre, Émilie se recroquevilla sur le canapé et laissa le poids de sa vie l'écraser. Elle pleura jusqu'à ce que sa gorge brûle, jusqu'à ce que l'épuisement l'entraîne dans un sommeil agité. Dans ses rêves, elle vit le visage de Julien se moquant, lui disant qu'elle n'était rien. Elle vit Valérie rire, couverte de bijoux, et elle se vit elle-même seule, brisée, invisible. Émilie ne le savait pas encore, mais la tempête qu'elle ressentait en elle était le même feu qui l'amènerait bientôt au salon. Non pas comme victime, mais comme une force que ni Julien ni Valérie ne pourraient jamais réduire au silence. Car le fond n'était pas sa fin, c'était le début de son ascension. La lumière du matin filtrait faiblement à travers les rideaux minces de l'appartement d'Émilie, soulignant l'épuisement gravé sur son visage. Elle avait à peine dormi, son esprit tourbillonnant entre la peur de l'humiliation et la fureur silencieuse qui brûlait dans sa poitrine. Ses triplés bougèrent dans leur berceau, petites mains tendues, lui rappelant la seule raison pour laquelle elle continuait. Elle se pensa pour embrasser chacun d'eux, murmurant des promesses qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle hésita, ajustant davantage son pull usé. Les visites étaient rares. Quand elle ouvrit la porte, elle fut glacée. Dans le couloir se tenait Alexandre Delacroix. Émilie avait entendu parler de lui. Tout le monde en ville le connaissait. C'était le milliardaire investisseur insaisissable qui apparaissait rarement en public en dehors des événements caritatifs. Grand, aux épaules larges, avec des yeux qui portèrent le poids de trop de tempêtes, Alexandre était une figure à la fois admirée et redoutée. Elle avait vu son nom dans les journaux, lié à des transactions puissantes et des dons à des hôpitaux, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il serait devant sa porte. « Émilie Chevalier », dit-il d'une voix calme et ferme. « J'espère ne pas déranger. » Confuse, elle hocha la tête. « Oui, c'est moi. Mais pourquoi êtes-vous ici ?» Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers l'appartement modeste, les jouets, le berceau, les preuves de sa lutte. Un instant, sa mâchoire se serra, puis il la regarda dans les yeux. « Parce que je sais ce qu'il vous a fait, et parce que j'ai déjà vu cette histoire. » Émilie se raidit, la suspicion grandissant. « Si Julien vous a envoyé. »« Julien ne m'a pas envoyé, » l'interrompit Alexandre avec fermeté. « Je suis ici parce que j'ai vu ma propre mère traverser ce que vous vivez maintenant. Mon père l'a quittée pour une autre femme quand elle était malade. Elle est morte seule du cancer. Des années plus tard, ma femme. » Sa voix hésita une seconde avant de se forcer à continuer. « Ma femme a également lutté contre le cancer. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je l'ai quand même perdu. Je sais ce que c'est de voir quelqu'un qu'on aime souffrir par cruauté et trahison, et j'ai juré que je ne resterais jamais les bras croisés si je revoyais cela. » La respiration d'Émilie se coupa. La dureté de sa voix n'était pas de la pitié. C'était une douleur profondément gravée par ses propres cicatrices. « Je ne veux pas de votre charité, » murmura-t-elle, honteuse du tremblement dans son ton. Alexandre secoua la tête. « Ce n'est pas de la charité, c'est de la justice. Julien croit pouvoir étaler sa cruauté sans conséquence. Il se trompe. Vous n'avez pas à l'affronter seul. » Elle le regarda, son cœur partagé entre l'incrédulité et une espérance fragile qu'elle ne s'était pas permise de ressentir depuis des années. Pourquoi un homme comme lui, avec toute sa richesse et son pouvoir, se soucierait-il d'elle? Mais quand elle regarda ses yeux, elle n'y vit ni jugement ni moquerie, seulement de la reconnaissance, comme si sa douleur reflétait la scène. « Je ne peux pas entrer à ce mariage, » dit Émilie d'une voix brisée. « Pas comme ça, non, quand il veut que je m'effondre. Alors, n'entrez pas comme sa victime, » répondit Alexandre doucement. « Entrez comme la femme qu'il a sous-estimée, je m'en assurerai. » La promesse dans sa voix était inébranlable. Pour la première fois depuis des années, Émilie sentit la plus faible étincelle de force revenir dans sa poitrine. Ce qu'elle ne comprenait pas encore, c'est que cet homme, brisé par ses propres pertes et reconstruit par la compassion, était sur le point de transformer la scène cruelle de Julien en le champ de bataille de sa chute. Et Alexandre Delacroix n'entrait jamais dans une bataille qu'il ne pouvait pas gagner. Les jours précédant le mariage de Julien s'estompaient pour Émilie entre s'occuper de ses triplés et lutter contre les doutes qui lui rongeaient la poitrine. Elle se demandait si elle avait commis une erreur en ne serait-ce qu'envisager l'offre d'Alexandre. Chaque fois qu'elle regardait l'invitation sur sa table, elle sentait le poids de la cruauté de Julien l'écraser. Il la voulait humilier, il la voulait briser, mais Alexandre Delacroix n'était pas un homme à faire des promesses en l'air. La matinée du mariage,
Une limousine noire et élégante attendait devant son appartement. Émilie regarda par la fenêtre avec incrédulité, serrant ses enfants fort contre elle. Les voisins se penchaient à leur porte, chuchotant de surprise. Pour la première fois depuis des années, elle ne sortait pas de chez elle avec une poussette et des traits de souci. Elle entrait dans quelque chose d'extraordinaire. « Émilie » dit Alexandre en lui tendant la main en s'approchant. « Aujourd'hui, il ne s'agit pas de lui. Il s'agit pour vous de retrouver votre dignité. Laissez-moi vous aider à montrer au monde qui vous êtes vraiment. » À l'intérieur de la limousine, les sièges en cuir brillaient. Une musique douce emplissait l'air et un styliste attendait avec des cintres remplis de robes. Émilie haleta. « C'est trop. Je ne peux pas. » Alexandre secoua la tête. « Vous avez assez renoncé. Laissez-moi vous rendre quelque chose. » La styliste la guida parmi les robes, chacune plus impressionnante que la précédente. Au début, Émilie hésita, ses doigts tremblants en touchant les soies et les satins. Mais quand elle enfila une robe bleu saphir profond, la pièce sembla changer. Le tissu épousait sa silhouette. La couleur illuminait ses yeux. Et pour la première fois depuis des années, elle ne vit pas une mère fatiguée dans le miroir. Elle vit une femme renaissante. Ses enfants, vêtus de petits smokings et de robes assorties, applaudirent avec un plaisir innocent. « Maman, tu ressembles à une princesse !» cria l'un des enfants, sa voix pure de fierté. Des larmes montèrent aux yeux d'Émilie tandis qu'elle les serrait dans ses bras. Il ne l'avait vue qu'avec des vêtements usés et des sourires épuisés. Cette nuit-là, il voyait sa force briller. Le maquillage effaça les ombres des nuits sans sommeil. De douces boucles encadraient son visage. Un pendentif en diamant, cadeau silencieux d'Alexandre, reposait sur sa clavicule, captant la lumière. Elle le toucha nerveusement, mais il dit seulement « Considérez-le comme votre armure ». Tandis que la limousine avançait vers le grand hôtel Vendôme, les nerfs d'Émilie se tordaient. Elle imaginait le sourire moqueur de Julien, le rire de Valérie, les chuchotements de la foule. Ses paumes transpiraient de peur. Alexandre le remarqua. « Savez-vous ce qui rend une tempête puissante, Émilie » demanda-t-il à voix basse. Elle le regarda, confuse. « Elle ne demande pas la permission, elle arrive, c'est tout. Ce soir, vous êtes cette tempête. » Elle expira, un rire tremblant s'échappant de ses lèvres. Pendant des années, elle s'était recroquevillée, cachée, essayant de survivre. Mais cette nuit-là, elle ne se cacherait pas. Cette nuit-là, elle entrerait dans le salon non pas comme l'ex, épouse rejetée de Julien, mais comme la femme qu'il n'avait jamais vraiment connue. La limousine ralentit devant l'entrée illuminée de l'hôtel. Les photographes se pressaient dehors, leurs caméras flashant à chaque invité arrivant. Au moment où les portes s'ouvrirent, la foule haleta. Émilie descendit, radieuse, ses enfants la suivant comme de royaux héritiers. Alexandre, à ses côtés, exsudait un pouvoir silencieux. Pour la première fois depuis des années, le monde ne se moquait pas d'elle. Il était en admiration. Et à l'intérieur, la scène parfaite de Julien était sur le point de devenir sa plus grande humiliation. Le grand hôtel Vendôme brillait comme un royaume d'or. Cette nuit-là, les invités tourbillonnaient dans la salle de bal en robes et smokings, leur rire résonnant sous des lustres chargés de cristaux. Le quatuor à cordes jouait une mélodie délicate tandis que le champagne coulait à flots. Pour l'élite réunie là, la nuit était une vitrine de richesse et de pouvoir. Mais en quelques minutes, elle deviendrait quelque chose de bien plus inoubliable. Les portes dorées de l'entrée s'ouvrirent lentement, presque cérémonieusement. Et le premier son qui brisa la musique fut le halètement collectif de la foule. Dehors, une limousine noire et élégante s'était arrêtée, sa carrosserie polie reflétant les projecteurs et les flashs des caméras. Les photographes se pressèrent en avant, leurs cris s'élevant au-dessus de la musique. « Qui est-ce? Qui arrive maintenant ?» Et alors, elle descendit. Émilie Chevalier. Elle n'était plus la mère épuisée qui survivait en silence. Elle n'était plus l'ex, épouse rejetée que Julien croyait qu'elle serait toujours. Cette nuit-là, elle était une vision. Sa robe bleu saphir brillait à chaque pas. Ses cheveux tombaient en douces boucles et son pendentif en diamant captait la lumière comme un joyau de couronne. Son dos était droit, son menton relevé, ses yeux calmes mais fiers. Elle se mouvait avec la grâce d'une reine qui n'avait plus rien à craindre. Les murmures grandirent. « Voyez-la, l'ex de Julien. Elle est incroyable. Je pensais qu'elle était en difficulté. » Mais Émilie n'était pas seule. À ses côtés marchait Alexandre Delacroix, l'énigmatique milliardaire, dont la seule présence pouvait réduire une pièce au silence. Son costume sombre était parfaitement ajusté, sa main reposant doucement, mais avec protection sur le dos d'Émilie. L'image de lui l'escortant envoya des ondes de choc dans tout le salon.
Les invités se penchèrent pour chuchoter frénétiquement. Pourquoi est-elle avec lui? Alexandre n'emmène jamais personne à ces événements. Qu'est-ce que cela signifie? Et puis le coup de grâce. 3 petites figures émergèrent de la limousine, les triplés d'Émilie, vêtus de minuscules smokings et d'une robe scintillante. Leurs grands yeux reflétaient l'innocence et la fierté. Ils s'accrochaient aux mains de leur mère, inconscients du chaos que leur présence provoquait. Les halètements se transformèrent en un silence stupéfait. Les chuchotements sifflèrent dans le salon comme un feu. Ce sont ses enfants. Ils ressemblent exactement à Julien. Mon Dieu, il les a abandonnés. À l'intérieur du salon, le sourire confiant de Julien se figea sur ses lèvres. Sa coupe de champagne trembla légèrement dans sa main. Pendant des semaines, il s'était vanté de l'humiliation qu'Émilie s'infligerait si elle osait apparaître. Mais en la voyant glisser dans le salon avec un milliardaire à ses côtés et 3 rappels vivants de sa trahison la suivant derrière, l'humiliation était la sienne. Le visage de Valérie se durcit, son sourire peint se fissurant sur les bords. Elle serra le bras de Julien, ses ongles s'enfonçant dans sa manche. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Et avec lui? L'orchestre hésita, perdant des notes tandis que tous les musiciens tournaient leurs yeux vers l'entrée. Le salon, un instant auparavant rempli de rire et de vanité, s'était transformé en une scène de suspense. Tous les regards suivirent Émilie tandis qu'elle foulait le sol de marbre poli, ses talons résonnant au rythme des chœurs accélérés autour d'elle. Émilie ne se pressa pas, ne se recroquevilla pas. Elle se déplaça avec une confiance ferme, son regard fixé droit devant, ignorant les chuchotements, ignorant le visage pâle de Julien. Elle n'était pas là pour être sa victime, elle était là pour réclamer sa dignité. Et quand les portes se refermèrent derrière elle, scellant le silence, une vérité devint claire pour tous dans ce salon éblouissant. La femme qu'il s'attendait à plaindre était arrivée comme celle qu'il ne pouvait qu'admirer. Le silence dans le salon s'étendit comme du verre sur le point de se briser. Émilie se tenait droite dans sa robe bleu saphir, Alexandre à ses côtés, les triplés accrochés à ses mains. Les chuchotements grandirent, une tempête de curiosité et de scandale. Julien sentit tous les regards se détourner de lui et de Valérie vers la femme, qu'il avait espéré enfouir dans la honte. La rage brûlait dans sa poitrine. Ce n'était pas la scène qu'il avait prévue. Elle devait paraître petite, faible, désespérée. Au lieu de cela, elle lui avait volé la vedette. Son orgueil exigeait une action. Il s'avança, forçant un sourire sur son visage, levant sa coupe de champagne. « Tiens, tiens !» dit sa voix résonnant sur le sol de marbre. « Regardez qui a décidé d'apparaître. Mon ex, épouse. Quelle émotion !» La foule se déplaça inconfortablement. Son ton dégoulinait de venin déguisé en charme. Valérie serra davantage son bras, souriant, l'encourageant. Julien s'approcha, encerclant Émilie comme un prédateur. « Dis-moi, Émilie, as-tu emprunté cette robe? Ou peut être Monsieur Delacroix te l'a-t-il acheté? Cela doit être étrange, n'est-ce pas? Entrer dans un endroit comme celui-ci après avoir vécu dans... Qu'était-ce déjà? Un appartement délabré. Des rires montèrent au bord de la foule, hésitants, incertains. Le cœur d'Émilie battait fort dans sa poitrine, mais elle refusa de baisser le regard. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais la main ferme d'Alexandre sur son dos l'arrêta. Sa présence calme lui disait « Pas encore ». Julien n'avait pas terminé. Il se pencha plus près, sa voix maintenant plus aiguë, et en amenant les enfants. « Mon Dieu, Émilie, était-ce par compassion? Ou espériez-vous que quelqu'un ici aurait pitié et vous écrirait un chèque ?» Une vague de halètements se répandit parmi les invités. La cruauté de ces mots frappa profondément, résonnant dans le salon. Les triplés s'accrochèrent plus fort à Émilie, sentant la tension. Un instant, Émilie sentit la vieille honte monter, la piqûre familière de sa moquerie. Mais alors elle capta les yeux d'Alexandre, ferme, inébranlable, et se rappela qu'elle n'était pas seule. Avant qu'elle ne puisse parler, Alexandre fit un pas en avant. Sa voix était calme, mais portait le poids d'une autorité qui fit taire toute la salle. « Vous parlez de compassion, monsieur Moreau, dit-il, son regard inébranlable. Mais ce que je vois devant moi n'est pas une femme digne de pitié. Je vois une femme qui a enduré plus que vous ne pourriez jamais endurer, et qui l'a fait avec dignité. » Le sourire de Julien hésita, mais il força un rire. « Et qui êtes-vous pour me donner des leçons ?» Les lèvres d'Alexandre se courbèrent en un sourire froid. « Je suis l'homme qui est à ses côtés quand vous avez choisi de partir. Je suis l'homme qui voit sa valeur pendant que vous la rejetiez. Et je suis l'homme qui veillera à ce que le monde connaisse la vérité sur le genre de mari que vous avez été. » La salle éclata en chuchotements. Valérie pâlit, sentant le changement. Le masque de Julien se fissura, la colère étincelant sur son visage.
C'est mon mariage, aboya-t-il. Vous n'avez pas votre place ici. Émilie fit finalement un pas en avant, sa voix ferme et claire. Non, Julien, vous vous trompez. J'ai ma place ici plus que vous ne le croyez. Car pendant que vous célébrez votre nouvelle vie, vous ne pourrez jamais m'effacer, ni les enfants que vous avez abandonnés. Nous sommes la preuve vivante de l'homme que vous êtes réellement. Des halètements emplirent la salle. Les invités se retournèrent, leurs yeux maintenant aiguisés par le jugement. Julien ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun mot n'en sortit. Pour la première fois, c'était lui qui restait sans voix, et dans ce silence, son empire de mensonges soigneusement construit commença à s'effriter. Le salon bourdonnait de chuchotements agités, l'air épais de tension. Les paroles d'Émilie avaient frappé comme un éclair. Mais c'était Alexandre qui commandait maintenant la tempête. Debout et grand, sa présence irradiait une autorité silencieuse. Tous les regards se fixèrent sur lui. La mâchoire de Julien se serra. « Assez !» cracha-t-il, sa voix tremblant de rage. « Ce cirque se termine maintenant. Sécurité. » Mais Alexandre leva une main, le faisant taire sans effort. « Avant que vous n'essayiez de la chasser, monsieur Moreau, dit-il calmement, peut-être devriez-vous vous inquiéter de ce que j'ai apporté avec moi ce soir. » La foule s'agita, la curiosité s'allumant comme un feu de forêt. Les invités tendirent le cou, avides du drame. Même l'orchestre s'était tu, les archets figés dans l'air. Julien força un rire. « Et qu'est-ce que vous avez apporté exactement? De la compassion, des discours vides? C'est ma nuit, Delacroix, pas la vôtre. » Le regard d'Alexandre s'aiguisa, son ton ferme, mais létal. « Ce que j'ai, dit-il en plongeant la main dans la poche de sa veste, c'est la vérité. » Il sortit un fin dossier noir et le posa sur la table la plus proche. Le silence dans la pièce s'approfondit. D'un calme délibéré, il l'ouvrit, révélant des documents soigneusement empilés. « Ceux-ci, annonça Alexandre, sa voix résonnant dans le salon, sont des registres financiers. Des registres qui prouvent que Julien Moreau a détourné des fonds de son entreprise depuis plus de 2 ans. » Des halètements éclatèrent. Les coupes tintèrent contre le marbre, tandis que les invités échangeaient des regards de choc. Certains sortirent leur téléphone, envoyant déjà des messages avides du scandale. Le visage de Julien perdit toute couleur. « Mensonge !» cria-t-il. « C'est fabriqué. Il essaye de me calomnier. » Mais Alexandre fut implacable. « Non, pas fabriqué. Vérifié. Virements bancaires détournés via des comptes offshore. Sociétés écrans cachant des pertes et fonds volés redirigés vers votre train de vie personnel. Vacances, voitures et même ce mariage. » Il fit une pause, ses yeux fixés sur ceux de Julien. « Vous l'avez invité ici pour l'humilier. Au lieu de cela, vous l'avez invité à assister à votre chute. » Valérie agrippa le bras de Julien, la panique scintillant dans ses yeux. « Julien, c'est vrai ?» murmura-t-elle. « Bien sûr que non » aboya-t-il en se détachant d'elle. « Il bluffe. » Alexandre se pencha en avant, sa voix fendant le chaos. « Bluffeur ? Alors dites-moi, Julien, pourquoi ai-je de la correspondance signée entre vous et votre comptable ? Pourquoi ai-je des enregistrements de vos appels autorisant ces virements ?» La salle explosa à nouveau en chuchotements. Les investisseurs s'agitèrent, leurs expressions se durcissant. Les politiciens se glissèrent vers les sorties, désireux de prendre leur distance. Même les amis les plus proches de Julien détournèrent le regard, ne voulant pas être éclaboussés par l'association. Émilie resta immobile, son cœur battant fort. Pendant des années, elle avait rêvé que Julien subisse des conséquences, que le monde voie enfin la cruauté qu'elle avait endurée. Et maintenant, dans ce salon éblouissant, la justice se déployait sous ses yeux. Le masque de Julien se brisa complètement. La sueur perlait sur son front, sa voix montant en désespoir. « C'est un coup monté. Il essaie de me détruire. Tout le monde me connaît. J'ai bâti mon empire à la sueur de mon front. » Mais personne ne le croyait plus. Sa voix, autrefois dominante, sonnait creuse, désespérée, pathétique. Alexandre se redressa, fermant le dossier avec une finalité silencieuse. « Le travail acharné ne laisse pas de traces de millions volés, monsieur Moreau. Votre empire est construit sur des mensonges, et ce soir ces mensonges prennent fin. » Un instant, le salon fut silencieux, le poids de la vérité pesant comme un marteau. Alors, un invité près de l'avant murmura assez fort pour que d'autres l'entendent. « Il est fini. » Et ainsi la marée changea. L'homme qui avait orchestré une nuit d'humiliation pour son ex-épouse était maintenant exposé, tremblant, son empire s'effondrant devant les mêmes personnes qu'il cherchait à impressionner. Et tous dans ce salon éblouissant le savaient. Ils ne regardaient plus un mariage, ils regardaient une chute. La salle tournait au chaos. Les chuchotements se transformèrent en accusations, les regards auparavant admiratifs, maintenant aiguisés de dégoût. Julien Moreau,
qui quelques minutes auparavant était au sommet de son empire autoconstruit, s'effondrait devant le public qu'il cherchait à impressionner. Et à ses côtés, Valérie Dubois, sa fiancée éblouissante, sentit son monde parfait commencer à s'effondrer. Au début, elle resta figée, s'accrochant à son bras comme si sa force pouvait encore la protéger. Mais quand les mots d'Alexandre s'enfoncèrent plus profondément et que les documents se répandirent comme un feu entre des mains curieuses, la vérité devint indéniable. L'empire dans lequel elle pensait se marier n'était rien d'autre que des richesses volées, un château de cartes tremblant au vent. Sa prise se relâcha. Ses yeux se déplacèrent nerveusement d'invité en invité, lisant leur jugement, leur dédain. Les chuchotements faisaient plus mal que des couteaux. Elle devait savoir. Une croqueuse de diamants. Elle l'a choisie pour son argent. Et maintenant, il ne reste rien. L'estomac de Valérie se noua. Ce n'était pas la vie pour laquelle elle avait négocié. Elle n'avait pas échangé sa jeunesse et son ambition pour être aux côtés d'un homme ruiné. Elle avait imaginé des yachts, des couvertures de magazines, des galas de charité et des futurs parsemés de diamants. Pas des audiences de faillite ni des visites en prison. Julien siffla entre ses dents, la panique craquant sa voix polie. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi qu'il ment. » Le visage de Julien se tordit, le désespoir le rongeant. « Bien sûr que ce n'est pas vrai. Ne l'écoute pas. » Mais elle avait déjà vu la sueur sur son front, le tremblement de ses mains, le vide dans ses yeux. Elle avait vu des hommes bluffés auparavant, et elle connaissait la différence entre la confiance et l'effondrement. Valérie fit un pas en arrière brusque, ses talons résonnant contre le marbre. Des halètements suivirent le mouvement. La tête de Julien se tourna vers elle. « Qu'est-ce que tu fais ? Je ne vais pas couler avec toi !» cracha-t-elle, sa voix maintenant plus forte, tremblante, mais suffisamment claire pour que tous l'entendent. « Je n'ai pas signé pour épouser un criminel. » La foule éclata, certains sous le choc, d'autres dans une satisfaction moqueuse. Pour la première fois cette nuit-là, ce ne fut ni Émilie ni Alexandre qui humilièrent Julien. Ce fut la femme qu'il avait choisie au détriment de son épouse. « Valérie » aboya Julien, la voix se brisant. « N'ose pas t'éloigner de moi. Tu crois que tu survivras sans moi? Tu n'es rien sans mon nom. » Mais Valérie avait déjà retiré la bague en diamant de son doigt. Elle la leva pour que tous la voient, son visage froid et distant. « Votre nom ne vaut plus rien. » Et sur ce, elle laissa tomber l'anneau sur le sol de marbre. Le son résonna fortement, rebondissant dans le silence stupéfait. Julien se précipita vers elle, le visage rouge de fureur, ingrate. Mais la sécurité, percevant le changement dans la pièce, s'interposa entre eux. Valérie pivota sur ses talons, sa robe balayant derrière elle, ses talons résonnant comme des coups de feu tandis qu'elle sortait furieuse du salon. Les photographes coururent après elle, les flashs capturant sa trahison pour les gros titres du lendemain. Julien resta figé, la poitrine agitée, sa fiancée disparue, son empire exposé, sa dignité en lambeaux devant des centaines de personnes. Et Émilie vit tout cela avec ses enfants s'accrochant fortement à ses mains. Pendant des années, elle avait porté le poids de la cruauté de Julien, la honte d'être rejetée. Mais maintenant, devant tous, l'homme qui avait tenté de l'effacer était lui-même effacé, pièce par pièce. Et le couteau qui coupait le plus profondément n'était manié ni par Émilie ni par Alexandre, il était manié par la femme que Julien avait cru autrefois couronner son triomphe. Le salon n'avait jamais été aussi silencieux. Les pas de Valérie s'étaient à peine estompés que tous les regards se tournèrent à nouveau vers Julien, puis vers Émilie. Elle se tenait ferme dans sa robe bleu saphir, les triplés accrochés à ses côtés. La foule attendait, retenant son souffle, sentant que la tempête n'était pas encore terminée. Julien tenta de reprendre le contrôle. Il redressa son smoking, forçant un rire amer. « Ce sont des idiots », cracha-t-il. « Vous croyez à ces mensonges? Ce n'est rien d'autre que de l'envie. L'envie d'une ex, épouse amère et d'un milliardaire ennuyé. N'oubliez pas qu'elle n'est rien sans moi. » Les doigts d'Émilie se serrèrent autour des mains de ses enfants. Pendant des années, ces mots l'avaient empoisonné. « Tu n'es rien sans moi » avait résonné dans sa tête pendant les nuits sans sommeil, pendant la solitude des visites à l'hôpital, pendant les heures interminables à travailler dans des emplois modestes pour nourrir ses bébés. Mais cette nuit-là, entourée de témoins, elle réalisa qu'elle ne craignait plus ces mots. Cette nuit-là, elle dirait sa vérité. Elle fit un pas en avant, sa voix tremblant au début, mais gagnant en force à chaque mot. « Tu dis que je ne suis rien sans toi, Julien, mais la vérité est que je suis devenu tout sans toi. » Un murmure parcourut la foule. Émilie leva le menton, les yeux brillants. « Quand tu m'as chassé, j'étais enceinte. Non pas d'un enfant, mais de 3 triplés. » Elle fit une pause, attirant ses enfants plus près pour que tous les invités puissent voir leur visage innocent. « Ce sont tes enfants, Julien. Tu m'as laissé les élever seul.
Des halètements résonnèrent dans le salon. Une femme près de l'avant porta la main à sa poitrine, murmurant « Mon Dieu, il a abandonné ses propres enfants ». La voix d'Émilie vacilla, mais elle continua. « Pendant que toi tu dînais dans le luxe, je travaillais la nuit à nettoyer des bureaux, à plier du linge, à garder les enfants des autres. Mes mains étaient gercées par les produits de nettoyage. Mon dos me faisait mal, mon corps était épuisé, mais je continuais. Pas pour moi, pour eux. » Elle baissa les yeux vers ses enfants, ses yeux s'adoucissant. Chaque larme que j'ai ravalée, chaque repas que j'ai sauté, chaque nuit sans dormir, c'était pour qu'ils ne se sentent jamais indésirables, pour qu'ils ne pensent jamais qu'ils étaient une erreur. La pièce devint floue tandis que les larmes emplissaient ses yeux. Elle les laissa couler. « Tu m'as dit que je t'avais ruiné la vie, Julien, mais ces enfants n'ont pas ruiné la mienne. Ils l'ont sauvée. Ils m'ont donné une raison de me lever quand tu voulais que je me brise. Et ce soir, je ne cacherai plus leur visage. Je ne cacherai plus ma douleur, car le monde mérite de connaître la vérité. Tu n'as pas seulement trahi moi, tu les as trahis, eux. » La foule éclata en indignation, les voix se superposant. « Honteux! Comment a-t-il pu abandonner son propre sang? Elle les a élevés seuls pendant qu'ils faisaient la fête. » Le visage de Julien se tordit, la sueur coulant sur ses tempes. « Elle ment !» cria-t-il, le désespoir filtrant dans chaque mot. « Ces morveux, comment savent-ils qu'ils sont à moi ?» Mais même pendant qu'il parlait, la ressemblance était indéniable. La même mâchoire affûtée, les mêmes yeux sombres. Les halètements se transformèrent en murmures de certitude. Personne ne doutait plus d'Émilie. Alexandre s'approcha, sa main reposant sur l'épaule d'Émilie, sa voix ferme. « Elle n'a rien à prouver. Quiconque a des yeux peut voir la vérité, et la vérité survivra à chaque mensonge que vous avez construit. » Les larmes d'Émilie brillèrent sous les lustres, mais sa voix resta ferme en prononçant ces derniers mots. « Tu as essayé de m'effacer, Julien, mais en ces enfants, tu ne pourras jamais t'effacer toi-même. Ils sont la preuve vivante de qui tu es et de qui tu n'as pas réussi à être. » La salle retentit d'applaudissements. Certains invités se levèrent même, les visages humides de larmes. La révélation d'Émilie avait percé la façade brillante, exposant l'humanité brute enfouie sous la richesse et les mensonges. Et à ce moment-là, ce ne fut ni la richesse de Julien, ni le pouvoir d'Alexandre qui commandèrent la salle. Ce fut la vérité d'Émilie. Le salon tremblait de bruit, de halètements, d'accusations, le bourdonnement du scandale se répandant comme un feu. La révélation d'Émilie avait arraché le dernier masque du visage de Julien. Les invités, auparavant éblouis par sa richesse, le regardaient maintenant avec dégoût. Mais Julien Moreau n'était pas de ceux qui abandonnent. Il frappa sa coupe contre la table la plus proche, la faisant éclater en morceaux. « Assez !» rugit sa voix résonnant dans le salon. « Vous croyez savoir la vérité? Vous la croyez, elle, une ex, épouse amère? Vous le croyez, lui, un milliardaire fouineur ?» Il pointa du doigt Alexandre. « Vous êtes aveugle. J'ai construit cet empire, moi, et je ne laisserai personne le renverser. » Sa voix se brisa, le désespoir suintant, mais il continua. « Vous me traitez de criminel? Prouvez-le. Où sont les policiers? Où sont les juges? C'est mon mariage, ma vie, et aucun de vous. » Avant qu'il n'ait pu finir, les portes du salon s'ouvrirent brusquement. 2 officiers en uniforme entrèrent à grands pas, leurs insignes brillant sous les lustres. Derrière eux venait un détective au visage sévère, en costume sombre, sa présence imposant un silence immédiat. Les invités chuchotèrent sous le choc. Certains portèrent la main à leur poitrine, d'autres filmaient avec leur téléphone, avides de capturer l'histoire en cours. Le visage de Julien pâlit. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» exigea-t-il, la voix tremblante. Le détective s'avança, sortant un papier plié de sa poche. Sa voix était calme et autoritaire. « Julien Moreau, vous faites l'objet d'une enquête pour détournement de fonds, fraude fiscale et blanchiment d'argent. Nous avons un mandat d'arrêt. » Des halètements éclatèrent à nouveau, plus forts qu'avant. Les flashs des caméras crépitèrent. Les invités se poussèrent pour mieux voir. Julien recula en titubant, secouant la tête. « Non, non, ce n'est pas possible. C'est une erreur. C'est l'œuvre de Delacroix. » Les yeux d'Alexandre se plissèrent, les bras croisés. « Non, Julien, c'est la justice qui vous rattrape. » Julien se tourna sauvagement vers la foule, cherchant de la sympathie, des alliés, quelqu'un pour le défendre. Mais les mêmes investisseurs qu'il avait autrefois loués détournaient maintenant le regard. Les politiciens se faufilaient silencieusement par les portes dérobées. Même ses témoins les plus proches s'écartèrent, ne voulant pas être entraînés dans sa chute. « Non !» cria Julien, se jetant en avant tandis que les officiers s'approchaient. « Valérie, où es-tu? Valérie, aide-moi !» Sa voix se brisa en un cri pathétique, mais Valérie était déjà partie, et tout le monde le savait.
Les officiers prirent ses bras, le menottant avec une précision rapide. Il se débattit, frappant des pieds. Sa façade de confiance s'effondra dans une frénésie de déni. « Ce n'est pas juste. Je suis Julien Moreau. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai fait des millions. J'ai fait l'histoire. » La voix du détective coupa sa panique. « Vous avez fait un gâchis, et maintenant vous en répondrez. » La foule éclata en murmures. Certains secouaient la tête de dégoût, d'autres chuchotaient qu'il était temps que cela arrive. Émilie observait, ses enfants s'accrochant à elle avec force. Pendant des années, elle avait prié pour la justice, pour que le monde voie le vrai visage de Julien. Et maintenant, sous les lustres et les caméras, il était exposé, non pas comme un fiancé triomphant, mais comme un criminel traîné, menotté hors de son propre mariage. Les yeux de Julien se posèrent sur Émilie tandis que les officiers l'emmenaient. La haine et la peur brûlaient dans son regard. « Ça ne se termine pas là », cracha-t-il, sa voix résonnant tandis qu'il le forçait à marcher vers les portes. « Tu le regretteras, Émilie. Tous le regretteront. » Mais ces menaces tombèrent à vide, noyées par les murmures dégoûtés des invités et le cliquetis des menottes. Et quand les portes se refermèrent derrière lui, le salon expira dans un soulagement collectif. Julien Moreau était entré cette nuit-là en tant que fiancé, il en sortait en tant que prisonnier. Tandis que Julien était traîné, menotté, hors du salon, Valérie Dubois était déjà à mi-chemin des escaliers de marbre, hors du grand hôtel Vendôme. Son cœur battait la chamade, ses talons résonnant contre la pierre tandis que les photographes l'entouraient. Elle tenta de se couvrir le visage, mais les flashs étaient implacables. « Valérie, saviez-vous du détournement? Vous l'abandonnez le soir de votre mariage? Tout cela était pour l'argent ?» Leur voix transperçait sa contenance. Elle avait rêvé de cette nuit comme de son moment de couronnement, la nuit où elle accéderait au monde brillant de la richesse et du pouvoir. Au lieu de cela, elle fuyait, en disgrâce, sa robe de créateur traînant sur le pavé. La bague en diamant abandonnée sur le sol du salon, elle se glissa dans une voiture qui l'attendait, claquant la porte alors que les caméras frappaient la vitre. Ses mains tremblaient en composant son téléphone, le désespoir la rongeant. « Victor, réponds !» siffla-t-elle. Victor était son filet de sécurité secret, un riche investisseur avec qui elle avait flirté derrière le dos de Julien. Si l'empire de Julien s'effondrait, elle avait compté sur Victor pour la sauver. Mais quand il répondit enfin, son ton était glacial. « Valérie, tu crois que je suis aveugle? Ton nom est déjà dans tous les titres. Tu sais ce que ce scandale me ferait. S'il te plaît, Victor, écoute-moi, supplia-t-elle. Je n'ai rien eu à voir avec ça. Julien m'a menti aussi. Maintenant, je suis libre. Je peux être avec toi. » Il la coupa d'un rire amer. « Libre? Tu es radioactive. Personne ne veut être près de toi. Ma réputation vaut plus que ton visage. Ne me rappelle plus. » La ligne se coupa. Valérie regarda l'écran, l'estomac se serrant. Un par un. Elle essaya d'autres personnes. Amis, mannequins, collègues, connaissances aisées. Chaque appel se terminait de la même manière. Certains ne répondaient même pas. D'autres la rejetaient froidement. Les portes qui s'ouvraient auparavant avec empressement pour elle se claquaient maintenant. Le lendemain matin, les tabloïds l'avaient déjà baptisée la fiancée croqueuse de diamants. 1, 2, 3. Des photos d'elle sortant furieuse de l'hôtel couvraient toutes les couvertures, des titres dégoulinants de moqueries. Des diamants à la poussière, Valérie Dubois abandonne son fiancé en plein scandale. Les marques de mode pour lesquelles elle défilait l'abandonnèrent en silence. Les contrats avec les influenceurs disparurent et, comme si le destin n'était pas assez cruel, les créanciers commencèrent à la harceler. Valérie avait vécu dans un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Ses cartes de crédit à la limite, sa garde-robe de créateur achetée avec de l'argent emprunté. Sans les millions volés de Julien pour la soutenir, sa vie glamour s'effondra du jour au lendemain. En quelques semaines, elle fut contrainte de vendre ses robes, ses bijoux, même sa voiture. Les paparazzis la capturèrent en vêtements simples, cheveux en bataille, sans maquillage. Une image que le monde dévora avec un plaisir vicieux. Les mêmes personnes qui avaient autrefois loué sa beauté se moquaient maintenant de sa chute. Seule dans un appartement modeste, loin du monde brillant qu'elle avait autrefois convoité, Valérie regarda son reflet dans un miroir brisé. La femme qui lui renvoyait son regard n'était pas la fiancée radieuse d'un millionnaire. Ce n'était qu'une autre histoire d'avertissement. Pour la première fois, elle comprit la vérité. Elle avait construit son avenir sur les mensonges d'un autre, et quand ces mensonges s'écroulèrent, elle aussi s'écroula. Valérie Dubois pensait qu'elle montait sur un trône. Au lieu de cela, elle s'était enchaînée à un navire qui sombrait. Et maintenant, sans richesse, sans alliés et sans amour, il ne lui restait plus que le goût amer de sa propre chute. Le salon était plus silencieux maintenant, bien que le poids de tout ce qui s'était passé flottait encore dans l'air.
Julien était parti, traîné, menotté. Valérie était sortie, en disgrâce. Ce qui restait, c'était le silence stupéfait de 100 témoins. Investisseurs, politiciens, mondains, tous regardant Émilie Chevalier, la femme qu'ils avaient autrefois considérée comme rien. Émilie était au centre de tout. Ses triplés accrochés à sa robe, Alexandre ferme à ses côtés. Pendant des années, elle avait porté sa douleur en silence. Pendant des années, elle avait pleuré dans l'obscurité pour que personne ne voie. Et maintenant, sous l'éclat des lustres, elle ressentait une libération si puissante qu'elle faillit en plier les genoux. Ses enfants la regardèrent avec des yeux grands et innocents, sentant que quelque chose de monumental venait de changer. L'un de ses enfants tira sa main. « Maman, nous sommes en sécurité maintenant », murmura-t-il. Les larmes brouillèrent sa vision. Elle se pensa, les attirant dans un câlin, embrassant leurs cheveux doux. « Oui, mes bébés », dit-elle d'une voix étranglée. « Nous sommes en sécurité maintenant. Maman a tenu sa promesse. » La foule, émue par la crudité du moment, se tut à nouveau. Certains s'essuyèrent discrètement les yeux, d'autres portèrent la main à leur cœur, honteux d'avoir un jour cru les mensonges de Julien à son sujet. Pour Émilie, les souvenirs arrivaient comme des vagues. Des nuits à bercer 3 bébés jusqu'à ce qu'ils s'endorment pendant que son estomac rugissait de faim. Des jours à travailler jusqu'à ce que ses doigts saignent, priant de ne pas s'évanouir avant la fin du quart. L'humiliation d'être murmurée, jugée, plainte, la douleur de voir le succès de Julien affiché dans les magazines pendant qu'elle découpait des coupons pour survivre. Et pourtant, elle avait survécu. Plus que cela, elle avait résisté. Elle se leva lentement. Ses larmes n'étaient plus une marque de honte, mais de triomphe. Elle regarda la foule, sa voix ferme. « Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais faible, que je n'étais rien sans lui. Mais ce soir, je suis ici pour vous dire que je me suis trompé. La force ne se mesure pas à la richesse ou au statut, elle se mesure à ce que vous survivez. Et j'ai survécu à tout ce qu'il a tenté de détruire en moi. » Les applaudissements éclatèrent, timides au début, puis grandissant comme une vague. Le son l'enveloppa, un baume pour des blessures qui avaient suppuré pendant des années. Émilie se tourna vers Alexandre, les yeux brillants. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi m'avez-vous aidé? Vous ne me deviez rien. » L'expression d'Alexandre s'adoucit, sa propre douleur scintillant dans son regard. « Parce que j'ai vu ce que la cruauté peut faire, » dit-il à voix basse. « Je l'ai vu arriver à ma mère. J'ai vu comment elle a emporté ma femme. Et quand je vous ai vu, Émilie, je n'ai pas pu rester les bras croisés et laisser l'histoire se répéter. Vous méritez plus que de survivre. Vous méritez la paix. Et peu, être, juste peu, être, moi aussi. » Sa poitrine se serra. Non pas de tristesse cette fois, mais du fragile début de l'espoir. Pendant si longtemps, elle avait construit des murs autour de son cœur. Mais les mots d'Alexandre les démolissaient brique par brique. Les applaudissements continuèrent de résonner dans le grand salon comme un coup de tonnerre. Émilie le laissa l'inonder, non pas comme une validation d'étranger, mais comme une confirmation de la vérité qu'elle connaissait déjà. Elle avait traversé le feu et en était ressortie plus forte. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait légère, comme si le poids qu'elle avait porté seule s'était enfin levé. Émilie Chevalier, autrefois rejetée, autrefois oubliée, était libre. Les applaudissements résonnaient encore dans le salon, mais peu à peu, ils s'adouquirent pour se transformer en un silence révérencieux. Tous les regards se tournèrent vers Alexandre Delacroix, qui se tenait aux côtés d'Émilie comme une ancre au milieu de la tempête. Ses larges épaules étaient droites, son expression adoucie, et pourtant il y avait un feu dans son regard qui fit taire même les invités les plus riches. Alexandre fit un pas en avant et prit doucement le microphone du support destiné au toast de mariage. Il se tourna vers Émilie, et à cet instant, les lustres brillants semblèrent s'estomper autour d'elle, la laissant comme la seule lumière dans la pièce. « Ce soir, commença Alexandre, sa voix ferme mais chargée d'émotion, nous avons tous été témoins de la vérité. Nous avons vu une femme se dresser avec courage contre la cruauté. Nous avons vu une mère protéger ses enfants avec tout ce qu'elle avait. Émilie Chevalier, vous êtes plus puissante que vous ne le savez. Et vous n'êtes plus seule. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Sa respiration se coupa. Elle serra les mains de ses enfants, incertaine de ce qu'il était sur le point de faire. Alexandre s'accroupit pour être à la hauteur des triplés. Son regard s'adoucit. Sa voix était tendre. « Mes enfants, je sais que je ne pourrai jamais remplacer ce qu'on vous a pris, mais je vous promets ceci. Je ne vous abandonnerai jamais. Je vous protégerai, je vous guiderai et je vous aimerai, comme si vous étiez les miens. » La foule murmura, émue par la sincérité gravée dans chaque mot. Les triplés le regardèrent avec des yeux immenses. L'un d'eux murmura « Vraiment ?» Alexandre sourit, ses lèvres tremblant légèrement d'émotion.
Vraiment. Puis il se redressa et se tourna vers Émilie. Il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte en velours. Des halètements parcoururent l'audience. La main d'Émilie vola à sa bouche tandis que les larmes emplissaient ses yeux. « Émilie, » dit Alexandre, sa voix se brisant pour la première fois. « Je pensais que mon cœur n'avait plus de place pour l'amour. Je l'avais enterré avec ma femme, avec la douleur de perdre ma mère, avec les ombres de la trahison. Mais alors je vous ai vu. J'ai vu votre force, votre douleur et votre amour inébranlable pour vos enfants. Et quelque chose en moi a guéri. Vous m'avez rappelé que l'amour n'est pas une question de perfection, c'est une question de résilience, de ne jamais abandonner. » Il s'agenouilla sur un genou. La salle retint son souffle. « Je ne veux pas seulement être à vos côtés ce soir. Je veux être à vos côtés le reste de ma vie. Émilie Chevalier, voulez-vous m'épouser et me laisser être le père que vos enfants méritent ?» Le salon éclata en halètements. Puis le silence revint tandis que tous les invités se penchaient en avant, désespérés d'entendre sa réponse. Les larmes d'Émilie coulaient librement maintenant, tombant sur ses joues. Elle avait passé tant de temps à croire qu'elle n'était pas digne d'amour, que personne ne la choisirait à nouveau. Et pourtant, il était là, un homme qui avait connu la douleur, qui comprenait la perte, qui la voyait non pas comme brisée, mais comme entière. Elle s'agenouilla devant lui, ses enfants s'approchant, et murmura entre ses larmes. « Oui, oui, j'accepte. » Les applaudissements tonnèrent dans le salon, plus fort que jamais. Les invités se levèrent, applaudissant, certains essuyant leurs propres larmes. Les triplés poussèrent des cris de joie, enlaçant leurs petits bras autour d'Alexandre. Il rit, attirant tout le monde, Émilie et les enfants dans une étreinte. Et pour la première fois depuis des années, Émilie ressentit ce qu'elle croyait avoir perdu pour toujours. L'espoir, en un avenir rempli non de peur, mais d'amour. Le mariage que Julien avait planifié pour montrer son triomphe s'était transformé en la renaissance d'Émilie. Et cette fois, ce fut l'amour, et non la cruauté, qui vola la vedette. Le salon, autrefois théâtre de l'arrogance de Julien, brillait maintenant d'une énergie différente. La tension qui avait asphyxié l'air une heure plus tôt s'était dissipée, remplacée par des applaudissements, des acclamations et des larmes de joie. Émilie et Alexandre se tenaient la main, les triplés accrochés joyeusement à la robe de leur mère. La foule, les mêmes témoins qui avaient attendu son humiliation, se leva en admiration. Les invités s'approchèrent, non pas avec jugement, mais avec des félicitations sincères. Un important investisseur s'approcha en premier, inclinant légèrement la tête vers Émilie. « Madame Chevalier, pardonnez-moi. J'ai cru à ces mensonges. Mais ce soir, vous nous avez montré à tous ce qu'est la vraie force. » Il serra fermement la main d'Alexandre. « Et vous, Delacroix, vous avez choisi sagement. » D'autres suivirent, offrant des mots de soutien, certains même s'excusant en larmes pour les potins qu'ils avaient jadis répandus. Des femmes en robe brillante embrassèrent Émilie, lui disant qu'elle leur avait donné du courage. Des hommes qui avaient autrefois trinqué à Julien tapotaient maintenant le dos d'Alexandre, reconnaissant son honneur. Pour Émilie, l'avalanche de validation était écrasante. Des années de murmures et de moqueries avaient creusé des blessures profondes en elle. Mais maintenant, ces mêmes bouches prononçaient des mots de respect. Cela semblait irréel. Pour la première fois depuis des années, elle ne survivait pas en silence. Elle était célébrée. L'orchestre, ne sachant que faire, leva timidement ses instruments. D'un subtil hochement de tête d'Alexandre, ils passèrent de Mozart à quelque chose de plus doux, de plus chaleureux. La musique tourna dans le salon. Ce n'était plus la bande-son de la vanité, mais de la victoire. « Dansez avec moi », murmura Alexandre. Émilie cligna des yeux, surprise. « Ici, maintenant !» Il sourit doucement. « Pourquoi pas? Cette nuit est la vôtre. Laissez le monde le voir. » Il la conduisit au centre du sol de marbre. La foule les entoura, observant tandis qu'Alexandre posait une main ferme sur sa taille, la guidant au rythme. Émilie hésita au début, intimidée sous les lustres, mais son regard rassurant fit fondre sa peur. Lentement, son corps se détendit et elle se laissa porter par lui. Les triplés applaudirent de leurs petites mains, riant avant d'être soulevés dans les bras d'invités proches qui se délectaient de les divertir. L'image d'Émilie dansant, radieuse et inébranlable, fit monter les larmes aux yeux de beaucoup. Ce n'était pas seulement une danse, c'était une déclaration. Une femme rejetée était maintenant chérie, sa dignité restaurée devant tous. Quand la chanson se termina, les applaudissements revinrent plus forts qu'avant. Alexandre se pencha près d'elle, murmurant juste pour elle. « Ce n'est que le début. Désormais, chaque célébration sera la vôtre. » Le cœur d'Émilie se gonfla. Pendant si longtemps, elle avait porté seule le fardeau de la survie. Qu'on lui promette la joie,
un avenir de lumière. Cela ressemblait au cadeau le plus doux qu'elle pouvait imaginer. Quand elle regarda autour du salon, elle vit quelque chose d'extraordinaire. L'humiliation que Julien avait prévue s'était retournée si complètement contre lui qu'elle s'était transformée en un couronnement. Émilie n'était plus la pauvre ex-épouse. Elle était une mère, une survivante, et maintenant la femme aux côtés de l'un des hommes les plus puissants de la ville. Et plus important encore, elle se tenait enfin debout par elle-même. Les invités levèrent leur coupe à l'unisson. « À Émilie !» cria quelqu'un. « Au courage, à l'amour !» Le toast résonna dans le grand salon. Les coupes tintèrent, les rires fusèrent. Et pour la première fois depuis des années, Émilie se permit de rire aussi. Ce qui avait commencé comme une nuit conçue pour la briser, s'était transformé en la nuit qui la reconstruisit. Et la célébration ne faisait que commencer. Dehors du grand hôtel Vendôme, des lumières rouges et bleues clignotantes peignaient la nuit. Julien Moreau fut poussé sur la banquette arrière d'une voiture de police. Ses poignets liés d'acier. Ses cris résonnèrent dans la rue, mais personne n'écoutait. Le monde qu'il avait construit avec de l'argent volé et une confiance brisée s'était effondré, et tout ce qui restait était la froide réalité des murs d'une prison l'attendant. Le lendemain matin, les gros titres explosèrent dans tous les journaux et sites web. Fiancé arrêté à son propre mariage. Les détails de son détournement de fonds se répandirent comme un feu. Compte offshore, évasion fiscale, blanchiment de millions via des sociétés écrans. D'anciens alliés lui tournèrent le dos, les investisseurs se retirèrent, et son entreprise s'effondra du jour au lendemain. À la fin de la semaine, le nom de Julien Moreau était synonyme de fraude. En prison, il rugissait, blâmant tout le monde sauf lui-même. Il maudit Émilie d'être apparue, Alexandre de l'avoir exposée, Valérie de l'avoir abandonnée. Mais dans le silence de sa cellule, quand il n'y avait plus personne pour entendre sa fureur, la vérité le rongeait. Il s'était détruit lui-même. Le destin de Valérie ne fut pas plus clément. Après son départ dramatique, elle tenta désespérément de s'accrocher aux vestiges de sa vie glamour, mais une par une, les portes se refermèrent sur elle. Les marques la laissèrent tomber, les amis l'ignorèrent, et même les hommes avec qui elle avait flirté par sécurité lui tournèrent le dos. Les tabloïds dévorèrent sa chute de fiancé trahi. En quelques mois, Valérie était en faillite. Les créanciers la harcelaient. Les dettes s'accumulaient, et le luxe qu'elle avait autrefois affiché devint un souvenir amer. Elle vendit ses robes, ses bijoux, même le sac de créateur dont elle s'était moquée qu'Émilie ne pouvait pas se permettre. Seule, dans un appartement délabré sans amis, elle regarda son reflet dans un miroir brisé, comprenant qu'elle était devenue la même chose qu'elle méprisait, oubliée et rejetée. Tandis que Julien et Valérie s'enfonçaient dans leur ruine, le monde d'Émilie s'épanouissait. Dans les jours qui suivirent le mariage, des personnes qui avaient jadis murmuré derrière son dos prononçaient maintenant son nom avec respect. Des articles louaient son courage, la qualifiant de force personnifiée d'une mère. Des invitations à des événements caritatifs et à des fondations pour femmes arrivèrent à sa porte, lui demandant de partager son histoire de résilience. Mais Émilie n'était pas intéressée par la célébrité. Ce qui importait le plus, c'étaient les petites choses. Border ses enfants sans peur, se réveiller au son de leur rire au lieu de l'anxiété, savoir qu'elle n'avait plus à livrer chaque bataille seule. Alexandre fut à ses côtés en tout. Il ne promit pas seulement l'amour, il le démontra. Il prenait les mains des enfants lors de leurs promenades à l'école, célébrait leurs petites réussites et soutenait silencieusement Émilie dans la construction de son propre avenir. Il l'encouragea à lancer la fondation dont elle avait autrefois rêvé, un programme pour aider les mères célibataires à trouver du travail, un abri et de la dignité. Ensemble, ils transformèrent leur douleur en un but. Un après-midi, des semaines après le scandale, Émilie était sur le balcon de la maison d'Alexandre, regardant le coucher de soleil peindre le ciel d'or. Ses enfants jouaient dans le jardin en bas, leur rire sonnant comme de la musique. Alexandre la rejoignit, sa main chaude sur la sienne. « Le regrettez-vous » demanda-t-il doucement. Elle se tourna vers lui, les yeux clairs. « Non, tout ce que j'ai traversé m'a brisé. Oui, mais cela m'a aussi rendue plus forte et m'a amenée ici. À eux, à vous. » Pour la première fois depuis des années, le cœur d'Émilie était léger. Le passé ne la hantait plus. La honte ne l'enchaînait plus. Julien et Valérie avaient tout perdu. Émilie avait gagné tout ce qui comptait vraiment, et c'était la plus douce des justices. Les mois passèrent, mais la nuit de la chute de Julien resta gravée dans la mémoire de tous. L'histoire du fiancé arrêté à son propre mariage devint une parabole racontée par toute la ville. Les gens chuchotaient sur son arrogance, riaient de la trahison de Valérie et admiraient la force tranquille de la femme qu'ils avaient autrefois rejetée comme rien.
Émilie Chevalier ne marchait plus les épaules voûtées, ni le regard baissé. Elle se tenait droite avec dignité, non pas pour les robes ni les applaudissements, mais parce qu'elle avait enfin reconnu sa propre valeur. Chaque matin, elle se réveillait au son des rimosirs de ses enfants. Leur petite voix lui rappelait pourquoi elle s'était battue si dur. Leur sourire était sa couronne, leur amour, son trésor. Avec Alexandre à ses côtés, Émilie commença à rêver à nouveau. Ensemble, ils lancèrent une fondation pour les mères célibataires, des femmes abandonnées, ignorées et ridiculisées, tout comme elles l'avaient été autrefois. La fondation offrait un abri, une éducation et des opportunités d'emploi, mais surtout, elle offrait de l'espoir. Debout sur scène devant des foules, Émilie racontait son histoire, non pas avec honte, mais avec fierté. Chaque fois, elle voyait des larmes dans les yeux de femmes qui comprenaient enfin qu'elle n'était pas seule. Mais Émilie savait que son voyage n'était pas seulement d'inspirer les autres, c'était de se guérir elle-même. Tard dans la nuit, après que les enfants s'endormirent, elle et Alexandre s'asseyaient près du feu, parlant doucement de leurs cicatrices. Il lui racontait la souffrance de sa mère, la dernière bataille de sa femme contre le cancer et la solitude qui l'avait presque engloutie. Elle partageait ses nuits les plus sombres, sa peur d'échouer en tant que mère, ses moments de désespoir. Dans ces heures tranquilles, ils trouvèrent non seulement l'amour, mais aussi la compréhension. Deux âmes blessées, non plus définies par leur douleur, mais renforcées par elle. Quant à Julien et Valérie, leurs noms s'estompèrent dans l'infamie. Le procès de Julien se solda par une condamnation. Son empire autrefois fier réduit en cendres. Valérie s'enfonça encore plus dans l'obscurité, devenue un avertissement vivant de la cupidité et de la trahison. Aucun des deux ne put échapper à l'ombre de leur choix. Un après-midi, tandis que le soleil se couchait derrière l'horizon, peignant le ciel de teintes de feu et d'or, Émilie réunit ses enfants sur le porche de leur nouvelle maison. Alexandre était derrière elle, son bras l'entourant chaleureusement par les épaules. Les enfants riaient en désignant les nuages brillants, les appelant des châteaux dans le ciel. Émilie sourit, ses yeux humides d'une joie silencieuse. Elle se murmura les mots qu'elle aurait souhaité croire bien plus tôt. « Je ne suis plus faible. Je ne suis pas brisée. Je suis suffisante. » Elle se tourna vers Alexandre, sa voix ferme. « Savez-vous quelle est la plus grande victoire ?» Il hocha la tête. « Laquelle ? Ce n'est pas la vengeance. Ce n'est pas de les voir tomber. C'est de savoir que je me suis relevé. C'est de choisir de vivre pleinement, d'aimer profondément et de ne plus jamais douter de ma valeur. » Alexandre embrassa son front. Sa réponse fut simple. « Et vous n'aurez plus jamais à en douter. » Les triplés coururent dans ses bras en riant, leur joie pure et illimitée. Émilie les serra fort, le cœur gonflé de gratitude. Pour toute la douleur, pour toute la perte, la vie l'avait menée à ce moment de paix. Et ainsi, l'histoire qui avait commencé par la cruauté se termina en compassion. Le récit de trahison se transforma en une leçon de résilience. À toute femme qui lisait, le voyage d'Émilie portait un message final. Vous êtes plus forte que les tempêtes qui tentent de vous briser. Et peu importe la profondeur de la trahison, le poids de la douleur, il y a toujours un demain où vous pouvez vous relever. C'est ainsi que se termine l'histoire, mes chers amis. Êtes-vous toujours avec moi jusqu'à ce moment? Si vous êtes vraiment allés si loin, cela signifie que quelque chose dans cette histoire a touché votre cœur d'une manière que vous ne pouvez pas entièrement expliquer. Et peut être, juste peut être, cela vous a-t-il rappelé votre propre force? La vie nous apporte souvent la trahison, la douleur et des moments où nous nous sentons abandonnés. Mais comme l'a dit le philosophe stoïcien Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Le voyage d'Émilie nous montre que peu importe à quel point le monde peut être cruel, nous ne sommes jamais impuissants. Nous pouvons nous relever, guérir et même transformer nos blessures les plus profondes en la source même de notre courage. Alors ce soir, que cette histoire vous rappelle. Vous êtes plus fort que les tempêtes qui tentent de vous briser. Vous méritez l'amour, la dignité et un avenir plus radieux que votre passé. Si cela vous a ému, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir et abonnez-vous à la chaîne. Car ici, nous racontons des histoires qui non seulement divertissent, mais nous rappellent comment avancer et comment se relever.